Tu veux construire ton back-end SaaS avec de l'IA capable de répondre à la demande de tes utilisateurs, le tout connecté à une base de données personnalisée. Dans cette vidéo, je te montre comment créer un RAG complet avec N8N et Supabase. Tu vas voir, c'est simple, visuel et accessible même si tu es débutant. Donc, on va utiliser N8N pour orchestrer notre workflow. On va utiliser Supabase comme hébergeur de base de données avec lequel on va utiliser une base de données PostgreSQL qu'on va vectoriser et dans laquelle on va venir ingérer nos documents. C'est parfait si tu souhaites créer un chatbot, un assistant IA ou encore un agent, le tout personnalisé avec une base de données de documents sur laquelle il peut s'appuyer. Typiquement, comme use case, on va retrouver des assistants IA qui auront une base de données de documents personnalisés sur laquelle s'appuyer. On va retrouver également des use cases typiques du genre on a un LLM préféré et on souhaite le rendre multimodal par API. Allez, c'est parti, je te montre tout ça en live. Donc, on se retrouve sur N8N. On va tout de suite commencer à créer le workflow ensemble en live. Petite précision, cette vidéo, elle s'inscrit dans une série de vidéos dans laquelle on crée un SaaS de A à Z. Et dans cette première vidéo, on va créer toute l'interface backend. Donc, on est parti. On va créer un chat. Ça va être notre cœur de notre application. Je vais pas le rendre public pour l'instant. On va créer un agent IA. Alors, effectivement, je vais un peu vite sur les détails. C'est pour pas que la vidéo soit trop longue, mais dans tous les cas, je vais essayer de détailler au max. Donc là, j'ai créé 2 briques, un agent IA et un chat. Donc le chat, c'est notre trigger dans lequel on va pouvoir inscrire des messages. On va lui connecter un modèle, sinon il ne sera pas très utile. Donc pour ça, je vais utiliser un modèle de Google, un Gemini. Pour rappel, je le précise souvent dans mes vidéos, mais vous pouvez avoir une clé API gratuite, contrairement à d'autres fournisseurs comme OpenAI. Donc ça vous permet de tester vos workflows quand vous êtes en période de développement de façon gratuite sans consommer tous vos tokens. En revanche, vous n'allez pas avoir forcément accès à tous les modèles de Gemini. Moi, je vais utiliser Gemini 2.0 Flash. Donc là, déjà, on va sauvegarder. On va juste... voilà, on va lui mettre un prompt système ici qu'on rédigera ensuite. On sauvegarde. Et maintenant qu'on a notre première brique, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va connecter une mémoire à notre workflow. Pourquoi ? Parce que si on va dans un cadre de production, on a la vision de mettre cette idée en production, on veut pas simplement lui attacher une mémoire basique fichier, donc entre guillemets un petit cache qu'avec très peu de mémoire et au bout de quelques temps, vous n'y aurez plus accès. Donc si on veut créer partir dans une idée de production, on va créer une table sur notre base de données dans laquelle on va enregistrer nos conversations. Pour ça, je vais utiliser une table sous Postgre. Et donc, on est parti tout de suite pour créer nos credentials. Donc, je vais me rendre dans Supabase. Si vous n'avez pas un compte Supabase, je vous laisse créer votre premier compte. Moi, j'ai déjà un compte, j'ai plusieurs projets dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer avec vous un nouveau projet. Créer un nouveau projet, mon organisation, et je vais l'appeler YouTube. Là, vous allez taper un mot de passe sécurisé, copier, et vous le notez quelque part après, puisque vous en aurez besoin par la suite. Une fois que vous avez noté votre password, vous allez venir choisir une région sur laquelle sera hébergée votre base de données. Donc, en l'occurrence, on va prendre quelque chose d'assez proche. On va prendre Paris. Et puis, c'est tout. On est parti pour créer le projet. Une fois que le projet est créé sur Supabase, on va directement aller dans la partie Connect. En haut, là, vous avez un bouton Connect, vous pouvez cliquer dessus et ça va vous afficher toutes les chaînes de connexion de votre base de données. Donc, on arrive sur la page de connexion. Donc là, on va se mettre tout de suite en mode PSQL. On va glisser un peu vers le bas. Donc, sur cet écran, on va retrouver toutes les chaînes de connexion. Et on va aller dans l'onglet Transaction Pooler, dans lequel on va récupérer toutes les informations. Donc, le premier, après le -h, on va récupérer le host, donc l'adresse de notre base de données. On va copier. On voit d'ailleurs que c'est hébergé sur AWS, donc Amazon Web Service, sur le serveur West, etc. Bref. Donc, on vient copier ça et on le colle dans notre partie host. Deuxième chose, database Postgre, ça bouge pas. User. Alors user, on va aller après le -u, -user, on va venir copier toute la chaîne de caractères ici, la coller dans notre user.
password, donc on va récupérer le password qu'on avait copié auparavant. Le port, on va le récupérer ici après le -p. Maintenant, vous pouvez faire sauvegarder et vous allez avoir une connexion en succès. Ensuite, donc ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il nous a mis déjà la table par défaut n8n_chat_histories, et donc c'est dans cette table-là, si je reviens en arrière et que je vais ici dans le menu à gauche Table Editor, on va retrouver notre table. Et c'est dans celle-ci, enfin, du moins là, elle n'est pas encore créée, mais c'est ici qu'on va retrouver notre table. Par exemple, si je fais un test Open Chat et je lui envoie un petit message, donc il va me répondre. Il me répond il me répond Hello, how can I help you today? Mon Supabase, on va retrouver notre historique de données, du moins de conversation, avec à chaque fois l'ID qui correspond à l'ID du workflow de la session qui est appelée par N8N, donc cet ID qui est ici. Et c'est cet ID-là que vous allez pouvoir souvent venir filtrer pour retrouver la conversation avec le chat. Donc c'est important de savoir ça, surtout si vous souhaitez ensuite créer plusieurs listes de conversations. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ingérer des documents dans une base de données. Donc pour ça, on va utiliser Supabase Vector Store. Parfait. Qu'on va venir connecter tout de suite avec les credentials, create new credential. Et donc là, on va récupérer deux choses, donc le host et le service role secret. Donc ensuite, pour les paramètres de notre vector store, on va aller dans les paramètres du projet, ici en bas à gauche. On va aller dans la configuration et API data, dans lequel on va retrouver deux choses. Donc l'URL du projet, qu'on va tout de suite copier, coller, parfait. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a écrit c'est toncompte.supabase.co. Parfait. Et ensuite, on va copier le service role secret. Vous cliquez sur Reveal, vous copiez et vous le collez dans le N8N. Une fois que vous l'avez collé, vous sauvegardez et vous avez vos credentials qui sont successful. Donc maintenant, notre Vector Store Supabase connexion du moins. De fait, on a la connexion à notre base de données sur Supabase qui est réalisée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ingérer un premier document dans notre table. Mais avant ça, ce qu'il faut, c'est qu'entre guillemets, on vectorise notre base de données, ou du moins une table de nos bases de données pour pouvoir enregistrer des documents. Pourquoi? Parce que on peut pas venir enregistrer des documents type PDF ou autre dans une base de données SQL, par exemple PostgreSQL, donc relationnel assez classique. On va devoir venir ingérer dans une base de données qui soit, du moins une table qui soit vectorisée. Et donc c'est là où on va devoir venir dans la documentation d'N8N. Et Supabase va nous fournir un script SQL qu'on va venir copier directement. C'est ce script ici qui permet d'initialiser une table pour qu'elle soit vectorisable, qu'elle soit vectorisée. Donc je vais retourne dans mon Supabase SQL Editor, je colle le script SQL, je le run. Vous n'avez pas besoin de changer de variable. Il va tout de suite vous mettre pareil une requête en succès. Et si je reviens dans mon éditeur avec toutes mes tables, j'ai donc toujours notre table d'historique et j'ai aussi notre nouvelle table qui s'appelle documents dans laquelle on va pouvoir venir ingérer nos documents. Retour sur N8N, je sauvegarde, n'oubliez pas de sauvegarder. On va venir ajouter un document dans notre base de données. Donc pour ça, je prends un document qui est sur mon drive Google et download file. Et ici, je vais prendre un document qui s'appelle invoice, je sais plus. Ouais, Acme invoice 2.pdf. Voilà, un document test. Je vais le mettre ici et on va lui connecter directement notre Supabase Vector Store et on va faire add document to Vector Store. Donc là, on veut qu'il l'insère à document. Et donc, dans la table à choisir, on a bien notre credential, donc il nous affiche notre liste de tables. On vient récupérer la table document. On vient juste de créer grâce au script SQL. Ensuite, il nous faut un modèle d'embedding.
Donc pour ça, moi, je vais utiliser encore une fois, Google. Vous pouvez utiliser bien sûr celui que vous souhaitez, et on va prendre modèle embedding, 0,1. Tiens, allez, c'est parti, on se fait plaisir. Donc maintenant, on va venir, qu'est-ce qu'il nous dit? No code connected to required input. Effectivement, comment est-ce qu'on veut découper notre fichier? Donc on va faire un default data loader et en text splitter, on va prendre un récursif. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est la façon dont on souhaite découper notre document. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre document, en l'occurrence notre PDF, il va pas être intégré en une seule fois dans notre base de données. Il va être découpé en plusieurs morceaux et ensuite, on va faire une recherche par similarité pour pouvoir venir récupérer les informations qu'on souhaite dans notre base de données. Donc, pour ça, on va le découper, avec cette méthode, donc recursive character text splitter. Si vous savez pas, c'est en fait, au lieu de venir, découper notre PDF en fonction de, par exemple, de paragraphes, de pages ou de certain nombre de caractères, pardon, bah là, on va venir lui, découper en fonction de caractères spécifiques. Donc, on va pas se préoccuper sur la partie optimisation, d'intégration de documents dans une base de données RAG. Là, le but, c'est juste de venir, tester déjà dans un premier temps. Donc on a notre fichier, si je clique sur test, est-ce qu'on arrive à le récupérer? Ouais, super, on arrive à le récupérer. D'ailleurs, je peux vous le montrer tout de suite sur mon drive à quoi il ressemble. Ça, c'est pas ça, c'était le document de la vidéo précédente. Donc Acme Invoice 2, j'ai simplement récupéré un semblant d'invoice sur internet en PDF avec quelques informations. De retour ici sur n8n, on a bien notre fichier. Maintenant, on va, l'ingérer dans notre base de données. OK, donc on a bien récupéré le fichier a bien été chargé dans notre, Supabase. Il n'y a pas de réponse en l'occurrence. Type of data, alors c'est plutôt binaire, je vais plutôt mettre binaire plutôt que en test et on va retrouver une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, hem, notre table vectorisée, elle a une certaine dimension, en l'occurrence 1536, sauf que mon modèle que j'ai utilisé, Google, Text Embedding, lui, il a une dimension de 768. C'est pas grave, on va venir tout simplement remodifier le script ici, que nous a fourni Supabase et ici, là, vous voyez embedding vector, il y a écrit 1536, on va tout simplement mettre la bonne dimension, en l'occurrence 768. Si vous utilisez un autre modèle que Gemini, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Si votre modèle prend plus de dimensions, il n'y a pas de souci, vous aurez pas cette erreur-là. OK, donc maintenant j'ai bien ma table qui est créée sur Supabase. Je peux, retester de nouveau le workflow et cette fois-ci, on est tout vert. Super, parfait et maintenant si je vous montre dans ma table documents, j'ai bel et bien des données et qui correspondent au nouveau fichier. Alors, on sauvegarde, donc ça on le laisse de côté. Pourquoi? Parce que ça sera notre, sous-workflow d'ingestion. On va réactiver tout ça et cette fois-ci, on va connecter donc encore une fois le modèle embedding, on va reprendre le même que tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on va lui donner un nom à notre, base de connaissances, donc en l'occurrence, ça va être des, factures et on va lui dire, utilise les données présentes dans les factures. Et comme table, bien sûr, on lui met notre table document et cette fois-ci, on part retester. Bien sûr, on va lui mettre un prompt pour le décrire un peu, notre agent en lui disant: «Voilà, tu es un analyste et tu as des factures clients et tu dois les analyser correctement». OK, on va pas lui mettre pour l'instant de format de sortie et on est parti pour tester. J'ai déconnecté le lien et l'ai reconnecté. Des fois, ça bug, donc je vais lui demander de «Donne-moi la facture d'aujourd'hui» et donc cette fois, il devrait mieux fonctionner. Parfait, analyse de la facture, montant total $200, client John Tan, article, curry puff, 10 boîtes, chicken wings,
50, OK, parfait. Donc en tout cas, on voit qu'il a bien accès à notre facture, qui est disponible dans notre base de données qu'on a vectorisée. Le rappel qui est juste ici. Voilà, on voit les embeddings qui sont ici, donc on voit toute la dimension du vecteur et donc là, c'est pas mal. Vous avez déjà si vous avez suivi en tout cas cette vidéo en construisant de votre côté, vous avez déjà réussi à créer ce qu'on appelle un RAG, donc Retrieval Augmented Generation, qui vous permet plusieurs bénéfices. Le premier, c'est d'avoir une base de données personnalisée à votre agent. Le second, c'est de limiter le nombre de tokens que vous envoyez dans vos inputs à votre LLM. Pourquoi? Parce que comme vous payez au nombre de tokens que vous envoyez, là, par exemple, si j'ouvre Gemini, est-ce qu'on devrait voir le nombre de tokens envoyés? Total token 961. OK. Et en fait, si vous vouliez passer la facture à chaque fois dans votre prompt, bah, admettons votre facture, elle fait 3-4 pages. Facilement, vous allez arriver à des milliers, des dizaines de milliers de tokens qui sont perdus et qui vont vous être facturés à chaque fois. Donc là, au moins, vous avez une solution qui est beaucoup plus robuste, sachant qu'en plus, chaque modèle, ils ont un contexte avec une taille limitée. Donc là, vous avez déjà quelque chose qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus solide. Donc, on a vu qu'on avait installé notre RAG avec Supabase. On n'est pas du tout obligé d'utiliser cet hébergeur-là. Là, je l'ai fait pour la démonstration parce que dans une ancienne vidéo, on avait utilisé Pinecone pour la partie base de données. Mais vous pouvez totalement utiliser d'autres hébergeurs. N'hésitez pas à utiliser celui qui est le plus pertinent pour vous dans votre architecture. Sur ce, on va se retrouver pour la seconde vidéo dans laquelle on va venir réaliser toute la partie front-end. Donc là, on a réalisé toute la partie back-end sur N8N. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va utiliser Lovable pour créer une application front-end rapide, sans code, à partir d'un prompt, sur laquelle on va venir lui demander de connecter nos webhooks. Donc, on va passer notre chat ici en mode public et on va venir connecter notre N8N à notre front-end Lovable. On va créer une jolie interface chat type ChatGPT ou autre et on pourra directement discuter avec notre Lovable. En même temps, j'ai le chat qui commence à miauler. C'est parfait. Bon, sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez d'autres sujets et si vous avez apprécié la vidéo.